Bonjour. Alors, professeur, on va commencer par un film. Ah, d'accord. Oui, on va commencer par une projection. En ancienne Égypte, le pharaon joue le rôle d'un pont reliant le monde des humains au monde du divin. Roi d'Égypte, le pharaon est considéré comme un dieu vivant. Nous sommes en 1279 avant Jésus-Christ, soit 1000 ans après la construction des pyramides et 1000 ans avant la naissance de Cléopâtre. Un pharaon égyptien, Séti Ier, s'éteint, et son fils, destiné à une grandeur inimaginable, s'apprête à lui succéder sur le trône d'Égypte. À l'aube du 27e jour du 3e mois de l'été, Ramsès II, qui n'a pas encore 30 ans, devient roi d'Égypte. Pharaon, élu du dieu soleil, Ré. Il est le 3e pharaon de la 19e dynastie. À l'époque où il monte sur le trône, l'Égypte émerge d'une période d'instabilité et ses frontières sont vulnérables. Ramsès combat l'envahisseur de tous les côtés et agrandit le territoire de l'Égypte. Son plus grand défi, la bataille de Kadesh, opposant l'Égypte et l'Empire hittite, durant laquelle il lutte avec bravoure, même à main nue. Se proclamant victorieux, Ramsès en fait le récit sur les temples de toute l'Égypte. L'histoire qu'il raconte contient tant de détails que la bataille de Kadesh est bientôt considérée comme la plus célèbre de l'Antiquité. Sous la gouvernance sage et efficace de Ramsès, l'Égypte connaît la prospérité. Témoin de l'ampleur de cette richesse, les temples extraordinaires érigés sous son règne aux quatre coins du territoire font de Ramsès l'un des plus grands bâtisseurs de l'Égypte. En gravant son nom et son effigie sur les temples, il s'assure de ne jamais tomber dans l'oubli. À Abu Simbel, Ramsès bâtit aussi un temple, sculpté à même les falaises de grès, en l'honneur de son premier amour, sa reine, Néfertari. Sur ce temple dédié à son épouse, il fait inscrire sur la façade à celle pour qui le soleil brille. Sur son portrait gravé dans la pierre, la magnifique Néfertari apparaît de la même taille que Ramsès, un rare honneur pour une reine d'Égypte. Néfertari demeure aux côtés de Ramsès jusqu'à sa mort. Son fastueux tombeau témoigne de la profondeur de son amour pour elle. À sa mort, Ramsès est âgé de plus de 90 ans. Il a plus d'une centaine d'enfants et règne depuis près de 67 ans. Peu nombreux sont ceux ou celles qui se souviennent d'une époque où un autre pharaon gouvernait l'Égypte. Son corps est préparé avec respect pour sa vie dans l'au-delà, et sa momie est ensevelie dans la vallée des rois. Cependant, moins de 200 ans plus tard, des voleurs pillent son tombeau. Au fil des siècles suivants, les inondations ravagent son tombeau, qui se remplit de débris. On pense alors que ses restes et toutes les richesses qui l'accompagnaient dans l'au-delà sont perdus à jamais. Puis au XIXe siècle, une découverte inespérée lève le voile sur la cage de 50 momies royales. Celle de Ramsès II en ferait-elle partie? Partez avec nous à la découverte de la vie du roi Ramsès II. Le plus grand des plus grands pharaons, celui qui incarne une puissance et une richesse dignes de l'Égypte ancienne. Découvrez la grandeur et l'opulence de son monde, le monde des rois d'Égypte. Rencontrez Ramsès le Grand et émerveillez-vous devant l'or des pharaons. Comment vous avez trouvé la projection? Oui, mais toujours, ils exagèrent un peu, Ah bon? bien sûr. En quoi C'est c'est pas le exagéré? plus grand. Et celui qui a fait la grande pyramide d'Égypte jusqu'ici, le roi Khufu. Il n'est pas grand. La D'accord. première pyramide, la plus grande pyramide de l'Égypte, c'est fait dans l'Ancien Empire par le roi qu'on appelle Khéops. D'accord. Un Égyptien Khufu, et ce n'est pas un grand pharaon. Et la reine Hatshepsut qui a bâti le Bel El Bari, inimitable jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un grand pharaon.
Mais pourquoi on parle toujours de Et Ramsès? le temple de Karnak, le plus grand temple de l'Égypte. Ramsès n'a pas construit ça. Et le temple de Luxor, il a fait Abou Simbel, bien sûr. Mais le plus grand temple de l'Égypte, c'est Karnak. C'est fait par les Aménophistes. Donc les gens exagèrent toujours. Il était grand, bien sûr, mais pas le plus grand. Il a des colosses, bien sûr. D'autres. Ouais. Ils exagèrent. Et puis c'est très masculin. Comment s'appelle sa mère? Donc sa mère ne compte pas. On parle de Tis, son père, de Séti, son père, mais sa mère, qu'il a éduqué, qu'il a nourri, qu'il a pouponné. Parce que Séti est mort. Il était encore jeune, Ramsès. Oui, et sa mère ne compte pas. Hein? Sa mère s'appelle Touya. Bonjour, professeur. Oui, elle a beaucoup fait. Bonjour, oui. Donc c'est très masculin, c'est très occidental. D'accord. Très mâle. Au sens de mâle, au sens M-A, au sens circonflexe L-L-E. Puis son nom, c'est même pas Ramsès, c'est Ramessou. En égyptien ancien, c'est Ramessou. On a francisé, grécisé en Ramsès, mais c'est-à-dire que Ramsès, je dis, il est né, il est enfanté par le dieu Ra. C'est ça que ça veut dire son nom. Il est né du dieu Ra. Donc, ce qui montre que les pharaons sont des dieux sur terre. Quoi. Puis, il est le fils de Ra directement, le créateur. C'est ça que ça veut dire Ramsès. Ramessou en égyptien ancien. C'est Ra qui l'a enfanté. Il y a cette mythologie. Alors qu'il a sa mère physique. Mais pourquoi on ne parle pas de sa mère? Eh ben, c'est ça l'Occident. L'Occident a un mépris très profond de la femme. Même dans la Grèce antique. On parle de Périclès, mais jamais des femmes. On parle de Socrate avait des femmes qui ont suivi ses cours dans l'académie de Platon à Athènes. Est-ce qu'on parle de ces femmes-là? Il y avait au moins 3 femmes qui ont suivi les cours de Platon. On n'en parle pas, on parle d'Aristote seulement. L'Occident est très misogyne. Donc ils veulent toutes voir les civilisations à leur manière. Quoi. Oui, c'est écrit Ramessou. Il est engendré par Ra. C'est un nom composé, il y a Ra, Mès, et puis le roseau là, c'est Sou, le dernier si. C'est-à-dire, Ra l'a engendré, l'a enfanté. C'est ça que ça veut dire. On va poursuivre. L'Occident méprise de la femme. Donc il masculinise tout, etc. Et la reine Hatshepsut, c'est peut-être la plus grande reine de l'Égypte, c'est peut-être Hatshepsut, hein, qui a fait l'expédition au pays de Punt. Peut-être. On n'en parle jamais. C'est la partie supérieure d'un obélisque dédié à Ramsès. Nous sommes devant l'obélisque. La partie supérieure d'un obélisque dédié à Ramsès. Dédié. Oui. Partie supérieure d'un obélisque dédié. En réalité, les obélisques sont dédiés à personne Ah. dans l'Égypte antique. L'obélisque, c'est un rayon du soleil sur terre. C'est le rayon du soleil qui illumine la terre. C'est ça, en égyptien ancien, c'est Teken, ça s'appelle Teken. L'obélisque, c'est purement grec, c'est une autre explication. Mais ce n'est pas dédié à quelqu'un. Quelqu'un peut ériger l'obélisque, mais ce n'est pas... Hatshepsut en a érigé beaucoup, mais ce n'est pas l'obélisque d'Hatshepsut, c'est le rayon solaire qu'on imagine sur terre. Voilà, il n'est dédié à personne. Mais quelqu'un peut le faire. Ramsès a érigé des obélisques. Il n'est pas le seul pharaon, il est le premier à le faire. D'accord. Tout est à l'envers, quoi, pour la simplifier peut-être, ou pour... On va poursuivre. Ouais. On va poursuivre. Et là, nous avons les cartouches du roi, professeur. Ouais. Comment on peut déchiffrer ça? Attendez, on s'approche. Ah, je ne vois pas bien. Pardon. Les noms du... C'est là. Je ne sais pas si on a rentré. Voilà, nous sommes devant les cartouches du roi. En fait, oui, l'Égypte est vraiment très mal comprise. Ce n'est pas un cartouche dans l'Égypte antique. D'accord.
Parce que le mot cartouche, ça veut dire quoi même? C'est pas un cartouche. Le nom est inscrit dans le circuit cosmique. D'accord. C'est ça la signification du pharaon. Donc c'est un grand nom. Le nom est protégé. Bon, il s'appelle... parce que le pharaon a 7 noms en réalité. Et là, il y en a deux. Il y a 7 noms. En réalité, le pharaon a 7 noms. 7. 7 noms à cette période-là. Bon, lui, son nom, je ne vois pas bien, mais je le connais. C'est celui-ci, Ouser. Ouser Mat. Ouser Mat Ra. D'accord. Ouser Mat Ra, c'était Ra. C'est-à-dire, puissante est la justice de Ra. Ok. Ouser Mat Ra. Puissante est la justice de Ra. Et puis, c'était choisi par Ra, le soleil. Ouais. Non, mais le soleil avant, parce que c'est Dieu avant. Ça, c'est Dieu choisi, puis par. Donc, choisi par Ra. On met le signe et le symbole de Ra avant, parce que c'est le Dieu appréciant surtout, quoi. Voilà. Donc, c'est Ouser. Il est puissant, la justice. L'adjectif Ouser est mis avant, donc ça ne prend pas le féminin. Pourtant, Mat est féminin. Donc, Ouser, Mat, Ra. Puissante en français, puissante est, Mat, la justice, la vérité, Ra de Ra. De Dieu, quoi. La justice de Dieu est la justice divine, elle est supérieure à toute justice. On va poursuivre. Donc, en fait, voyez-vous, le mode de... Même quand Pharaon est au trône, parce que vous faites les élections, non? Ou bien le roi. Tu vois, la royauté est divine, sacrée pour ça, parce que ça tient le pouvoir de Dieu. C'est depuis l'Égypte. Ah, ça vient de l'Égypte. Ah, mais bien sûr, c'est écrit même. D'accord. Il est Setep En-Ra, il est choisi, donc élu par Ra. Son pouvoir donc divin. Et depuis là, toute royauté se croit sacrée par Dieu. Et donc tout donc ça, il n'y a pas d'élection. Mais ça, nous sommes vers 3000 avant notre ère, avant Ramsès. Ramsès n'est pas le premier pharaon. Non. Bon, donnez-moi un royaume occidental qui date de 3000 avant notre ère. Dans la Grèce. Même pas. Même pas 2000 ans. On ne connaît pas. C'est ça. Alors, et là nous sommes devant... Tu sais, même au temps de l'Empire romain, Oui. pour faire le culte de la Vierge, de Isis, la Vierge Marie qu'on appelle, l'eau venait du Nil, dans des grandes truches du Nil jusqu'à Rome. Oui. L'eau bénite. Est-ce que la tradition grecque a la tradition de l'eau bénite, dans la tradition grecque? Il n'y en a pas. La tradition de l'église de l'eau bénite vient de l'eau du Nil, qu'on transportait par de grandes cruches jusqu'à Pompéi. Oui, on les voit dans les sculptures de Pompéi là-bas. Oui. Voilà, l'eau venait d'où? Et on voit des prêtres noirs, avec des femmes noires qui assistent au culte. On les voit bien encore dans les images, non? D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ça? Tout ça, on a occulté. Parce que la tradition, même biblique, n'a pas la tradition de l'eau. De l'eau comme ça. C'est bien après que Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans l'eau, etc. Et combien de Juifs ont été baptisés dans l'eau? Il n'y a que Jésus, non? Il n'y a que Jésus. Et alors, vous voyez que c'est faux, non? D'accord. En Égypte, c'est courant. L'eau du Nil était l'eau sacrée qu'on amenait à Rome pour faire le culte d'Isis à Rome, surtout à Pompéi. D'accord. Et là, nous avons une partie d'un arc. Bon. Ah oui? C'est une partie d'un arc. Oui, parce que le pharaon doit être sportif d'abord. Le pharaon est sportif. Il sait chasser, il sait nager, il sait courir dans le désert. C'est un sportif. Pour être pharaon, il faut être sportif. Donc, ils apprennent à tirer de l'arc dès l'école. Oui. Et puis, lui, il est général d'armée lui-même. Il a commandé, il n'est pas général, chef d'armée symboliquement, mais sur le terrain, concrètement.
Il a fait le combat contre les Hittites. Les Et Hittites. on va arriver justement on va voir des éléments sur le combat avec les Hittites. Voilà. Et donc là, Le c'est la quoi? partie Ramsès le guerrier. Oui, le pharaon doit être guerrier. Il n'est pas le premier ni le dernier. Le pharaon est guerrier, est sportif, il sait nager, il sait tirer à l'arc, il sait faire le combat qu'il apprend à l'académie du palais. Et c'est l'épée, il doit être sportif, c'est même écrit dans leur texte. Oui, il est sportif. Il sait chasser dans le désert contre les lions, les buffles, des choses comme ça. D'accord. Oui. Ok. Hein, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est un attribut. Ouais. Bon, ils disent qu'il est nommé capitaine de l'armée à un âge très jeune, Oh, pharaon, qu'il accompagne son père Séti sur les il n'est champs pas de nommé. bataille. Sinon, on croit que c'est comme l'armée ici avec des galons, tout ça. Ils ont ces titres-là, mais on les donne selon la bravoure. Voilà, selon les hauts faits que tu as accomplis. D'accord, Voilà, c'est comme ça qu'on les donne. d'accord. Et selon les capacités militaires et stratégiques. Bon, Ramsès en avait beaucoup. Et la spiritualité aussi, parce qu'il était tous les bataillons pharaons portent des noms des dieux, ou des déesses, des dieux surtout. Et quand il était pris parfois dans des difficultés, il invoquait non pas les militaires, mais ses dieux, ses ancêtres, Dieu, les dieux, venaient à mon secours, venaient m'aider, etc. Ouais. Donc leur armée était liée à la spiritualité aussi. En fait, tout, puisqu'il est fils de Dieu, puisqu'il est né de Dieu, donc tout ce qu'il fait a un caractère automatiquement divin, même la guerre. Voilà pourquoi quand il fait la guerre, le pharaon, que ce soit Ramsès ou un autre, quand il a battu ceux qui le combattaient, il retourne chez lui, jamais il n'a colonisé. Oui. C'est contre la maths, contre la loi divine. Tu ne colonises pas les autres, tu ne domines pas les autres, tu te défends, tu les bats, ils reculent chez eux. Voilà pourquoi une fois battus, ils reviennent encore, ils se reconstituent, ils reviennent combattre encore. Oui. Si les Égyptiens colonisaient, dominaient comme Jules César a fait avec la Gaule, il n'y aurait pas toutes ces histoires de Grèce, de Rome, de toutes ces histoires-là n'existeraient pas. Oui, ça serait les dominations égyptiennes. D'accord. Ouais. Les autres, quand ils font les conquêtes, les guerres, ils s'installent. Ils créent des colonies. L'Égypte n'a créé aucune colonie. Ah, c'est pas encore la bataille, ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Le sphinx. Qui représente, je pense, Ramsès en train d'offrir... Ah oui, souvent, oui. Je ne vois pas bien de quoi il s'agit. une offrande à une divinité. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est là. Il fait une offrande à une divinité. Oui, toujours. Tu Oui. dois offrir, faire des libations. Oui. Toujours. Alors, statue de Ramsès II en sphinx faisant offrande d'une oui. vasque à la tête de bélier. À la tête de... Oui, le bélier. La tête de bélier est juste là. Oui. Mais le bélier, c'est le symbole d'Amon. Et ça représente quoi? Le dieu Amon. Le dieu Amon, qui est assimilé au dieu Ra, Amon-Ra. L'un des aspects du Dieu créateur, quoi. Donc tu fais offrande, tu honores les divinités. D'accord. Oui, oui. Alors, Puisque Pharaon, pour être Pharaon dans l'Égypte antique, en tout premier lieu, il faut être prêtre. C'est le chef du clergé. Si on n'est pas dans le clergé de l'Égypte antique, on ne peut pas être Pharaon. Le Pharaon est d'abord prêtre, le premier prêtre du pays. Il va au temple, c'est lui qui va au temple tous les jours. Ce n'est pas vous, les chrétiens ou le peuple, qui va au temple. C'est lui qui doit rendre au temple tous les matins de son existence. Prier Dieu tout seul avant d'aller à ses offices. Et c'est lui qui prie pour les morts du pays tout entier, auprès de Dieu pour leur intercession. C'est lui qui doit, il est le premier prêtre. Et s'il ne peut pas aller partout,
il y a des formules qui le remplacent. Otepti Nessou, c'est une formule funéraire de toute l'Égypte. C'est-à-dire qu'offrande que Dieu, qu'il fait pour, au Dieu pour le repos de l'âme d'un tel ou d'une telle. C'est lui qui officie. Ça, Platon l'a bien compris d'ailleurs, puisque Platon le dit dans l'un de ses dialogues que pour être pharaon, il faut avoir la royauté d'abord. La royauté, il faut être la prêtrise d'abord. Tout le monde a compris ça. Là, il agit en tant que prêtre. D'accord. Ok. Alors, il y a une projection ici du temple de Néfertari. Vous dites la vallée des reines? Oui, il y a la Pas vallée des des rois. Non, la vallée des rois, c'est pour enterrer les rois. D'accord. Et la vallée des reines, c'était pour enterrer les reines. Donc, Néfertari est enterré là-bas, dans une très belle tombe, bien étudiée par les Allemands, avec des couleurs extraordinaires et des textes fondamentaux. Et son fils, c'est le premier fils de Ramsès, c'est avec cette femme, avec cette Néfertari. Et ce fils deviendra archéologue. Il va restaurer les monuments, il va réparer les inscriptions, etc. C'est le premier fils. Mais celui qui va remplacer Ramsès, ce n'est pas un enfant de Néfertari. C'est l'enfant d'une autre femme de Ramsès qui s'appelait Isis Nofret, c'est-à-dire la belle Isis. Et son fils s'appela Menhotep, Meremta. Oui. Et c'est lui qui est à peu près à l'époque de Moïse. D'accord. Il y a une stèle qui mentionne Israël pour la première fois. D'accord. Le mot Israël en Égypte, pour la première fois, dans la stèle de Meremta. L'île a été dévastée, etc., détruite. Et sa semence a été écartée, etc. D'accord. À la stèle de Meremta. Oui. On va poursuivre. Oui. C'est une statue qu'a une saïd tenant une image de Ptah. Ptah, oui, Ptah, c'est le dieu de Memphis, le patron de Memphis, donc la première capitale de l'Égypte. Et il est symbolisé par tout ce qui est sculpture, tout ce qui est art. C'est le dieu Ptah. D'accord. Donc c'est l'un des premiers divinités de l'Égypte. C'est un fils de Ramsès de la et de sa seconde femme Isis Néferet. Oui, c'est Isis Néferet, ce que vous avez dit, la belle Isis. Et c'est le fils qui sera pharaon après Ramsès II. D'accord. C'est lui qui sera pharaon. D'accord. Et après lui d'ailleurs, ça sera une femme qui sera pharaon, mais pas pour longtemps. Donc l'Égypte a eu à peu près 4 femmes pharaons. Oui. Alors, nous sommes ici à la bataille de Kadesh. Oui. Oui. Une projection de la bataille de Kadesh. Qui est au temple d'Abou Simbel. Oui. À l'entrée, presque dedans, au mur, il y a cette bataille. Avec inscription, avec les dessins, le combat, quoi. La bataille de Kadesh. Ça y est, Abou Simbel, c'est dessiné, les combats, comment ça s'est battu, puis les inscriptions, l'armée, quoi. C'est très bien dessiné, très en détail. Et c'est la bataille contre les Hittites? Oui. La bataille de Kadesh? Oui, c'était une bataille indécise pour Pharaon. Ils avaient envoyé des espions dans l'armée égyptienne. Et ces espions donnaient le renseignement aux Hittites. Donc ils ont presque battu Ramsès, c'était presque battu. L'armée était isolée, coupée, il n'avait peu de secours. Et il s'est tourné auprès de ses dieux, les Ptah, les ceci, aidez-moi, etc. Et puis il a eu du courage encore. Et puis un autre général a su comment le rattraper et envoyer du renfort. Et quand il a eu du renfort, c'est là qu'il a rechargé. Et a envoyé aussi des espions dans le camp des Hittites. C'est là qu'il a su retrouver la vigueur et qu'il a combattu les Hittites. Mais les Hittites étaient forts, bien sûr, et puis ils sont finis par la paix. Ils ont fait un traité de paix. Le premier traité dans l'histoire de l'humanité qui a marqué ce qu'on appelle l'histoire la diplomatique, qui est une partie de l'histoire qui étudie les traités, les accords entre les nations. Un traité entre vous et moi je suis français, vous êtes anglais, ça doit être dans ma langue à moi,
le français, dans votre langue à vous, l'anglais. Donc un traité, là, moi je suis égyptien, ça doit être en égyptien ancien avec les hiéroglyphes, et aussi dans votre langue en cunéiforme. Voilà, les deux parties, c'est un traité valable comme ça. Si nous sommes un traité, nous sommes opposés belligérants, le traité de Versailles n'est qu'en français, il n'est pas valable. Il n'est qu'en allemand, ce n'est pas valable. Il faut qu'il soit dans les deux langues des deux belligérants. Ça, c'est depuis l'Antiquité qu'on fait les traités internationaux. D'accord. Le traité du roi Makoko. Et ce traité-là est à New York, dans la salle de l'Assemblée de l'ONU. Voilà. Ce texte est là-bas. D'accord. C'est le premier texte. Donc, encore une fois, l'Afrique vous montre qui est le créateur de la diplomatique, ou de la diplomatie. Alors, nous allons entrer dans la partie Ramsès en temps de paix. Donc, Ouais. alors, on a ici une partie, une représentation du mur, la maquette du temple de Néfertari. Ah oui, c'est l'un c'est des là. plus beaux temples d'ailleurs de la vallée des Reines. Comme je l'ai dit, c'est fouillé par les Allemands. C'est une très belle publication de ça. Avec des couleurs, c'est très beau. Ouais. Ils ont restauré aussi. Et des écritures aussi, c'est très significatif. Ouais. C'est vraiment joyeux. Continue. Néfertari. Celle qui est reliée à la beauté, quoi, celle qui appartient à la beauté. D'accord. C'est ce que ça veut dire, Oui, Néfertari. oui, Néfertari. Alors, On fait la beauté, quoi. nous avons ici les représentations de la ville de Pi-Ramsès. Ah oui, Ouais. Juste là. la ville, oui, de Pi-Ramsès, fouillée surtout par les Français, hein, par Moret, je crois. Fouillée par Moret avec les yoyotes. Et lors de Tanis, Pi-Ramsès, sa capitale, etc. La nouvelle capitale de Ramsès, Pi-Ramsès, Oui. dans le marécageux delta du Nil. Marécageux de Delta du Nil, Pas tellement. pas tellement. Les C'est temples. Père Ramsès, c'est la maison de Ramsès. On D'accord. appelait Jean Pi Ramsès. Père Ramsès, la maison de Ramsès. D'accord. Enfin, le Ramsès, quoi. On poursuit. Ouais. Alors ils disent que les esclaves juifs ont été faits esclaves pour bâtir ce temple-là. C'est ça que les gens racontent. Ouais. Ce que ne dit pas la Bible d'ailleurs. Alors quand tu regardes ce que dit la Bible à propos des travaux de Pi-Ramsès ou de Tanis par Ramsès, et quand tu regardes les travaux du deuxième temple après l'exil par le roi Salomon, c'est le même mot hébreu. Ça, il ne s'agit pas d'esclaves, il s'agit de faire des équipes de travail. C'est ça que le mot veut dire. Donc ici, c'est le même mot. Donc ça serait esclave ici. Et puis pas par Salomon, ça serait plus esclave. C'est le même mot qui est employé. Ça veut dire simplement on a formé des équipes de travail. Vous fournissez les briques, vous fournissez la paille, vous fournissez la boue, vous fournissez le calcaire pour faire ça. C'est les équipes de travail. Et les gens traduisent par incompétence, quoi, esclaves. Et pour ne pas traduire aussi les esclaves juifs faits par Salomon. C'est le même mot exactement. Ça dit corvée de travail, c'est tout. Avant, les gens écrivent ce qu'ils pensent sans profitant de l'ignorance des autres. Parce qu'on ne peut pas vérifier, on ne sait pas lire l'hébreu, on ne lit pas les hiéroglyphes, donc ils racontent ce qu'ils veulent raconter. Mais maintenant, les Africains sont accès à l'hébreu. Une représentation, une statue de Ramsès. Ouais, il en a beaucoup, lui. Oui, on va se mettre juste devant.
Ah, ça, c'est devant. Ah oui, Ramsès, c'est un bel homme. En plus, oui, il était grand. Même sa momie, hein. Ah oui, on c'est va un grand. voir sa momie tout à l'heure. Il était grand. Il était très beau, très sportif. Souvent, les pharaons parfois arrivent à cet âge à un bon point. Comme Amenophis III, lui, il n'a pas d'un bon point. Oui, il est resté mince, Ouais, svelte. il n'a pas d'un bon point. D'accord. Il y a des pharaons qui ont eu d'un bon point. Qu'on montre visiblement, il est vieux, fatigué avec un bon point. Pas Ramsès, c'est un bel homme. Et très aimé par les belles dames de l'Égypte. Même par les Hittites, oui, il était beau. Et il n'a pas eu de femmes hittites, Ramsès? Oh, des concubines qui ne sont pas femmes royales, qui n'ont pas le titre. Alors, Qui n'ont pas le titre, quoi. Mais ils ne sont pas consacrées comme reines. d'accord. Mais ça fait partie de la reine. Elles font partie de la reine. Oui, oui. Ah. On va poursuivre. Parce qu'il y a un rite aussi Oui. de reine, parce que on hérite le trône par la femme aussi. Oui. Donc n'importe qui n'est pas reine. Hein. S'il est investi reine, moi je peux mettre un enfant au monde. C'est pas sûr que ce soit mon enfant. Mais la femme qui met au monde, c'est sûr que c'est son enfant parce qu'elle était enceinte de ça. Donc l'enfant qui naît appartient bien à sa mère. Donc le trône, si je veux être pharaon, il faut que je marie au moins une femme de sang royal, au moins. Là, on parle donc de la vie des femmes de l'Égypte ancienne. Oui, oui. La femme avait un statut très grand. Ce n'est pas le nouveau féminisme moderne. Le nouveau féminisme, vos histoires. Parce qu'il n'y avait pas de misogynie. La femme est pharaon avec tous les pouvoirs de pharaon, la reine Hatshepsut, qui commande le pays spirituellement, militairement et politiquement. Ordonne des expéditions, comment les architectures bâtit le temple d'El Bari, qui est l'une des meilleures architectures modernes avec des esplanades extraordinaires. D'accord. Ouais. Et dans l'alignement d'ailleurs, vous avez le Nil, vous êtes de l'autre côté, et de l'autre côté, il y a l'ouest et l'est. Le temple de Karnak est à l'est et le temple d'Hatshepsut est à l'ouest. C'est assez loin, hein, c'est des kilomètres, mais c'est le même axe. D'accord. Le même axe, exactement. Donc il y avait des architectes très, très calés qui connaissaient bien leur pays, l'astronomie. On ne bâtit pas n'importe comment. Pour bâtir un temple, on choisit un endroit. Et le pharaon va dormir là-bas avec des prêtres, des astronomes, pour voir certaines étoiles au ciel. Et en fonction de ça, il pique. Il fait 4 piliers pour délimiter le terrain du temple, quoi. Il le fait la nuit. D'accord. Wow. Parce qu'on ne bâtit pas n'importe comment. Touya. Alors, il y a une statue Touya, ici. c'est la reine Touya. C'est la maman de Ramsès, la femme de Séti. On y va? Ah, c'est par là. Ouais. Ramsès aussi a eu des sœurs, il n'est pas seul. C'est bon. C'est Touya ici. Hein? Ramsès vénère Oui, sa la maman mère. de C'est la Ramsès, maman c'est la femme de Séti Ier, la maman de Ramsès et de ses sœurs, s'appelait Touya. Oui. Donc là, elles sont quand même bien représentées. Oui, mais ça, c'est... Est-ce que ça, c'est authentique? C'est souvent les conservateurs qui font ça. D'accord. Parce que les pièces authentiques pour sortir, J'imagine. Oui. on ne sort pas les Mais le pièces musée authentiques. abrite, enfin, l'exposition abrite des pièces qui ont été prêtées. Ah, ils font les conservations. Quand c'est vraiment authentique, c'est bien mieux protégé. D'accord. On ne touche pas, on ne fait pas. Ah oui. Ça, c'est les conservateurs ont fait la même chose, quoi. Même chose, exactement la même chose. Si tu n'es pas, si tu es
Moi, je le vois au doigt, là, ça, c'est pas ancien. Qu'est-ce qui fait penser ça? C'est trop lisse. Rien que ça. D'accord. Si on est archéologue, oui. Il n'y a pas assez de patine, quoi, pour dire. Mais c'est bien fait. C'est fait par des grands spécialistes. Sinon, vraiment, ils ne vont pas vider leur musée. Hein. Parce que si un bandit vient avec un fusil, il prend, il fait non. Certaines pièces, oui, mais d'autres, on fait les duplicata par des grands spécialistes. Tu ne peux pas faire la différence. Si. Surtout quand il s'agit de Toutankhamon. Ah oui, il a été beaucoup reproduit. Ah oui, Toutankhamon. Parce que Ramsès voulait le vendre, des pièces. Les Américains ont dit qu'il ne faut pas le vendre. Si tu veux des avions, nous te donnons des avions gratuitement, mais tu ne vends pas le trésor de Toutankhamon. On poursuit. Hein? C'est quoi? Il dit, il faut me surveiller. Non, mais je tiens ferme comme mes yeux. Là, on va entrer dans les bâtisseurs des tombeaux. Ah oui. Ici, c'est le cercueil de Ramsès. Il est où, le cercueil? Il est juste en face. Ah, la momie n'est pas là. Celui-ci a été prêté. Il a été prêté d'accord. à la France. Ah, rien que le sarcophage, hein? Ouais. Pas la momie elle-même, non? Non. Ah non, la momie, je peux venir. Elle est au Caire. Il y a la momie de sa mère, de Séti, et de lui-même, puis de d'autres Ramsès. Surtout Ramsès VIII, il est presque s'il venait de mourir, là, tout frais. Vous pouvez le voir, on dit qu'il était roux. Oui, et c'est la question que je vais vous poser pendant l'interview. Pourquoi il était roux? Il ne faut pas le dire maintenant. Non, il ne faut pas le dire maintenant. Alors, on poursuit. Ouais. Là, vous voulez regarder là? Ça, c'est des illustrations sur les murs et tout ça. Ah oui, d'accord. Non, c'est vous qui me conduisez. Donc, on va poursuivre le tombeau de Ramsès II. On continue. Ah, c'est ça que les gens font la queue pour voir. Hein. Oui. On continue. Allez, suivez-moi. C'est le tombeau dans la vallée des rois. Ouais. Oh, c'est une duplication. Ils n'ont pas... Les tombeaux et les trésors qui sont dans les tombeaux. Non, le tombeau reste là-bas. C'est sur une galerie, c'est creusé. C'est une imitation. Ici, on parle de l'immortalité dans la mort. Hein? L'immortalité dans la mort. L'immortalité dans la mort. Oui. Donc c'est la mort qui est quoi? Il n'y a plus de mort alors. Eh ben, Hein? Si tu as l'immortalité dans la mort, donc il n'y a plus de mort. Puis c'est l'immortalité. C'est pas ça. je crois que c'est ça, oui. Mais comment vous comprenez? C'est des histoires de campagne. Vous êtes des printemps, en fait. Quand vous dites l'immortalité, c'est pas la mort, non? Hein? Non. Bon, maintenant vous dites l'immortalité dans la mort, ça veut dire quoi? Est-ce que ça a un sens? Voilà, Oui, c'est l'immortalité ou c'est la mort? La vie après la mort. Oui, dites la vie après la mort, vous dites simplement l'immortalité. Hein? On s'embrouille pour rien. Quelle est cette sémantique-là qui dit que l'immortalité est dans la mort? Donc la mort est toujours là. Et en même temps, il y a l'immortalité, donc il n'y a plus de mort aussi, puis il y a l'immortalité. La sémantique est non pas à droite, mais erronée. Là, on parle des attributs que porte Pharaon. Ouais. Ici, il y a un cobra, ce qui porte sur Le front. Sur le front. Ouais. Voilà. C'est une divinité qui protège le pharaon. Il est protégé par le cobra, c'est-à-dire par
des gardes rapprochés, quoi, qui piquent. Ah oui. Oui. Et c'est mortel, justement. Mais comment il pique c'est Mais un serpent, te mord, non? sur son front? Non, le pharaon, c'est des symboles. Il met le symbole du cobra. D'accord. Ce qui signifie que je ne peux pas être atteint par votre venin. Ah, J'ai un venin plus fort. Celui qui Plus me puissant. touche, je pique. Ils d'accord. ont des noms comme ça. Tous les noms ont des significations. Par exemple, l'un des premiers pharaons, il s'appelle Narmer, non? Hein? Tout le monde le connaît, non, Narmer? Oui. Mais ça veut dire quoi? Ah oui? Nar veut dire le poisson électrique. Le poisson électrique. Vous connaissez le poisson Le électrique? poisson noir, là. Oui, le poisson électrique, ça s'appelle Nar en Nar. égyptien ancien. D'accord. Et puis mer, c'est comme marteler. D'accord. Et donc, il te pique, ou il te martèle, ou te frappe comme le poisson électrique. Dès que tu le touches, tu as l'électricité, non? Oui. Donc les Égyptiens connaissaient au moins l'électricité. Voilà le débat. Parce que Ouais. le nom est là, le poisson électrique. Ah ouais, c'est Ils n'ont très- peut-être pas maîtrisé comme nous les lumières, les lampes et tout, mais le phénomène électrique, ils le connaissaient. Le corps lui-même est électrique. À plus forte raison, le nar. Ils disent, Narmer, c'est le pharaon. C'est-à-dire celui qui te frappe comme le poisson électrique. Masque en bois plaqué or provenant du cercueil d'Amenemopé. Ah, Amenemopé. un masque en Il y a bois un plaqué. Amenemopé dans l'Égypte qui a écrit ce que vous appelez dans la Bible le livre des proverbes. Oui, Il a un livre comme ça, c'est mot à mot. d'accord. Et c'est étudié par beaucoup d'égyptologues. Mot à mot, le livre des proverbes. D'accord. Par Amenemopé. C'était un grand philosophe. On va poursuivre. Là, on arrive dans les bijoux. Ah oui, Pardon. les bijoux. Ah, c'est les bijoux des princesses. Bon, est-ce que vous avez les musées ici, non? Ouais. Vous avez le Louvre, British Museum, tous les grands musées. Est-ce que vous avez vu une exposition des musées, des bijoux comme ça de la Grèce ancienne ou de Rome? À ma connaissance. Ah, donc les plus grands orfèvres en bijouterie, ce sont les Égyptiens dans l'Antiquité. Incomparables. Vous n'avez pas de bijoux comme ça, ni en Mésopotamie, ni en Babylonie, ni en Grèce ancienne, ni à Rome. Et on pourrait les porter aujourd'hui. Hein. Mais on fabrique ça, ça coûte très cher. Surtout moi, j'avais exposition à Toutankhamon à New York, aux États-Unis. C'est parti là-bas avec des amis. J'avais acheté un collier à ma femme, fait sur la copie d'un collier égyptien, oui. D'accord. Mais ça avait coûté $3 000. Waouh. Rien qu'une copie faite par les conservateurs. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Ça, on peut faire, les conservateurs peuvent faire. Ça prend du temps, mais ils peuvent faire. Très beau bijou. Donc, voici l'orfèvre. Et c'est resté dans la tradition africaine, Oui. l'orfèvre, l'orfèvrerie, Ouais. les bijoux, les bijoutiers sénégalais, bijoutiers maliens, bijoutiers malinqués. Oui. Voilà, c'est resté. Et ça prend du temps, c'est méticuleux, c'est bien arrangé, c'est les pierres précieuses. Oui. Alors ici, on est dans la partie bijoux. Mais vous pouvez admirer, ça s'admire, c'est la joaillerie. Oui, la joaillerie. De toute dimension, c'est des dessins floraux. Parfois, ils imitent les lotus. Oui. Parfois, c'est de toutes les couleurs. Toutes les pierres précieuses étaient exploitées. Soit au bord Les de couleurs bleu, rouge, Oui, le mauve, turquoise. violet, tout turquoise. Lapis lazuli, Oui. de tout. On C'est poursuit. des pierres précieuses. Alors, Turquoise, lapis lazuli. La perruque d'une dame royale est surmontée d'un diadème. Oui, il y avait le diadème. Voilà un diadème. Oui, les perruques ne datent pas de nos jours. Oui. La femme noire africaine a toujours pris soin de ses cheveux avec les huiles de karité,
avec les bijoux. Il a toujours gonflé sa tête. Ouais. Avec des perruques. Depuis, est-ce qu'il y a des perruques en Grèce? Vous avez vu des perruques à Rome? Ils ont déjà beaucoup de chevelure abondante et qui tombent jusqu'au rein. Ils n'ont pas besoin de perruques. Même aujourd'hui, ils ne portent pas les perruques, à moins de jouer au théâtre. Hein? On poursuit. C'est pas ça. Toujours dans la partie bijoux. Ouais. Mais admirer, ça ne peut que s'admirer. Oui. C'est des pierres précieuses, lapis-lazuli, turquoise, topaze, toutes les pierres qu'ils trouvaient soit sur la côte de le pays de l'Érythrée. Voilà. Que vous appelez Asmara aujourd'hui. Le pays de Punt. Et ça va avec l'encens. Avec? L'encens. D'accord. Que vous appelez le chouraï. Ouais. La femme se parfume avec l'encens. Et parce que l'encens, est-ce que dans l'église catholique on fait l'encens, non? Est-ce qu'on fait ça à Rome? Est-ce qu'on fait ça en Grèce? Il n'y a pas d'encens dans leur cérémonie. Ça vient de l'Égypte, ça dit encenser quelqu'un, c'est le rendre divin. Parce que le mot encens, encenser, c'est Netcher. C'est presque le mot Netcher veut dire Dieu. Faire de toi un Dieu, une déesse, quand je t'encense. C'est ça la signification. Mais aujourd'hui, on encense le prêtre comme ça. Vous savez pourquoi? Même pas. Okay. On poursuit. Parce que l'odorat est très développé. Les odeurs, les saveurs, l'encens. Bon, là, on passe à côté des momies d'animaux. Le scarabée. C'est Képer. C'est pas scarabée, c'est Képer, un Égyptien ancien. C'est le devenir. D'accord. Alors, quand vous dites scarabée, vous voyez, vous rabaissez tout. C'est le devenir dans l'Égypte. Transformation, évolution, c'est ça Képer. Quand on dit scarabée, on ne comprend rien. Cercueil de Chécon II. C'est Chang II. Oui, Chécon II. C'est le pharaon de Tanis. Mais la momification, pour momifier un corps mort en Égypte, ça durait 40 jours. C'est écrit 40 jours. Je meurs, vous appelez des prêtres. Des prêtres médecins, des prêtres. Ils viennent à la maison, chez moi, et ils commencent par purifier le corps, le laver dans le vin de palme ou de date. On le lave, on le purifie. Ensuite, on enlève les parties vite pourrissables. Et par le nez, à travers le nez, on vide le cerveau, le crâne. Comment? À travers le nez, sans toucher un segment du bregma. C'est-à-dire qu'il faut être hyper spécialisé. Donc il faut vider par le nez, il tire tout le cerveau. Ensuite, il le bourre avec des matières premières, des pierres, des feuilles odoriférantes. Ensuite, on te fait une grande incision à gauche. On coupe là. Et on enlève l'estomac, qui n'est pas facile à momifier, les intestins, le foie, le pancréas, tout ce qui est pourrissable, vite pourrissable, sauf le cœur est resté. On n'enlève pas le cœur. Et ça, on ne jette pas non plus. On met à côté. On met dans des jarres, non, même pas à côté, on met dans des jarres canopes. D'accord. Dans 4 jarres. Comme on en voit ici. Oui, là. dans 4 jarres qui représentent les 4 enfants d'Horus. Ah, d'accord. Voilà. Ensuite, on recoue. Et on prend un bain salé de natron. On te met dedans. Et tu deviens
L'eau salée là, tout ça attire l'eau de ton corps, fait vider tout dans l'eau de ton corps. Tu n'as plus d'eau, c'est vidé. Pendant ces 40 jours-là, c'est vidé, vidé, vidé. Ils reviennent, ils font les prières encore. Les prières qu'on appelle sakou. C'est-à-dire les prières pour l'au-delà, les prières sakou. Une fois qu'on a fait ces prières de purification, une fois qu'on a recousu, il faut bander maintenant le cadavre. On prend le doigt, on les bande doigt par doigt, main par main. Tout le corps est bandé. De l'orteil avec des amulettes, des choses, etc. Et une fois que tu es bandé, on te met dans un cercueil, non pas en bois, mais en pierre, en calcaire ou en marbre. On te pose dedans, avec des couvercles. Et habituellement, le pharaon est enterré dans 3 cercueils. 3. Un cercueil, un cercueil, un cercueil emboîtés les uns sur les autres. Qui est enterré comme ça de nos jours? Seul le pape. Ah, d'accord. Seul le pape est enterré dans 3 cercueils, comme pharaon dans l'humanité aujourd'hui. Toutankhamon a 3 cercueils. On met ses statuettes, on met ses effigies, mais il y a le grand cercueil, et puis le grand cercueil, il y en a 3. Les pharaons. D'accord. Et tu restes là pour l'éternité. Jusqu'à ce qu'on découvre, on vient exposer. Maintenant qu'on expose, là les gens fument, l'air est pollué, etc. C'est corrosif, l'air pollué. Même sur nous qui sommes vivants, à plus forte des hommes morts, etc. Avec les coca, tout ça. Donc ça change aussi, c'est un effet sur le corps. Les champignons poussent. Avant, il n'y en avait pas. Voilà c'est pour pourquoi, ça que la momie est voilà pourquoi Ramsès vient à Paris pour qu'on lui enlève les champignons qui poussent. Parce qu'ils sont exposés à l'air maintenant dans les musées du Caire. Oui. J'ai amené ma femme qui est médecin voir les momies là en Égypte, les pharaons, là, les Ramsès. Là. Moi, je lui ai dit, mais voilà, c'est un blanc là. Il est mort là. Il a dit non. J'ai dit, je suis médecin, je ne vois rien qu'aux doigts. Les orteils, les doigts, les ongles là. C'est un noir. J'ai dit, ah, on vous dit, vous doutez. Tu as vu toi-même, non? On poursuit. Hein? Donc, ça, c'est 40 jours de momification. Vous passez devant, sinon je vais cogner les gens. Alors, ici, on a une statue de Ramsès II. Et puis, justement, c'est de la pierre, hein, ici, là. C'est quoi? Il y a beaucoup de statues de Ramsès. Ouais. C'est des colosses. Dessus ça, c'est le couvercle du sarcophage de Merenptah. Nerepta. Oui, c'est le couvercle de son sarcophage. Ah, Voilà. c'est le fils de Ramsès qui va le remplacer. Et c'est marqué qu'il a été réutilisé pour celui de Psou-Sénen. Il a été quoi? En fait, ils disent que donc, le couvercle du sarcophage de Merenptah a été réutilisé après pour celui de... Ah oui, je vois, ça arrive, oui. Ça arrive. Mereptah est le pharaon de l'Exode. Le pharaon, c'est Merenptah, le pharaon de l'Exode. Oui, oui, c'est le Mereptah. Le fils. C'est le fils de Ramsès. II avec la reine Isis Nofret. D'accord. Donc, c'est la question que j'allais vous poser pendant l'interview. Hein? C'est la question que j'avais prévu vous poser à l'interview aussi. Qui était le pharaon de l'Exode? C'est lui. C'était pas Ramsès. D'accord. Alors, ici. Ramsès doit être vivant ou fatigué ou déjà vieux ou mort, mais c'était son fils. D'accord. Il y a une stèle qui le confirme. Je vois rien. Là, ce sont des couvercles. Du côté de l'Égypte, il y a quand même des documents. Des couvercles de cercueils, un peu de sarcophages. Oui. C'est fait, il faut le boire, il faut écrire, il faut des prières,
Et on a récolté tous ces textes-là pour faire le livre des morts. Mais avant, ces textes-là étaient sur les coffins textes. Mais avant, c'était sur les pyramides, les mêmes textes. D'accord. En gros, ce qu'on appelle le texte des pyramides. Le livre des morts, c'est l'évolution, coffin texte. Texte de sarcophage. On va vers la sortie. On va voir la momie de Ramsès. Sa momie? Oui, une projection. Pas sa vraie momie, non? Non, une projection. Et puis le sarcophage de Ramsès. Non, c'est pas les vrais. Ça coûte trop cher pour exposer ici. C'est des imitations. Mais c'est où? C'est là, juste dans la vitre. Le sarcophage. Moi, j'ai vu, hein. D'accord. J'ai vu Ramsès au Caire, son cadavre. Pardon. Sa vraie momie. D'accord. Et là, on nous montre sa momie en projection. Mais vous qui n'avez pas vu, vous pouvez voir. Là, je connais tout ça. C'est le sarcophage de Ramsès II, On ne peut pas. dans la vitre. C'est des copies, on ne peut pas donner un vrai sarcophage, ça coûte trop cher pour l'Égypte. Ok, donc on poursuit. C'est des façons, quoi. Oui, je comprends. Des, Qui sont bien, oui, des c'est bien. reproductions. Mais fait par des grands spécialistes, c'est pareil. Oui, oui. Parce que quand on fait ça, vous êtes étudiant, vous partez avec fouet et fouille. Ouais. Les vieux maîtres là, ils prennent des pierres, écrivent, jettent avec papier. Ouais. Et vous découvrez. On voit si vous êtes débutant ou pas. Si c'est écrit maintenant, malgré la saleté, etc. Et puis on dit, vous dites, oh voilà, j'ai trouvé quelque chose. Oui, ils rigolent. Et dis donc, on vient d'écrire ça, on a jeté là. On a sali un peu. Voici les défauts que tu n'as pas remarqué. Cette lettre se forme pas comme ça. Voici. Il faut être très attentif quand on apprend. Donc, il y a des gens qui imitent. Et donc là, c'est une projection sur Ramsès jusqu'à le transport de sa momie à Paris pour sa restauration. Ah oui. Oui, c'est fabriqué tout ça. Afin de préserver la mémoire de Ramsès. Non. C'est des commentaires un peu trop orientés. Hein. Dans le cadre d'une exposition au Grand Palais, Il n'est pas le premier à être momifié dans l'Égypte. réservé à un chef d'État, puis son cortège passe devant Son père était momifié aussi, pourquoi on n'en parle pas? Sa mère aussi, et avant eux. des dizaines de scientifiques et de médecins consacrent 7 mois à la préservation de sa Et là, nous sommes à la sortie de l'exposition. Ouais.